Allô, je suis Tammy Mackenzie, bienvenue à Le Média. On est ici aujourd'hui avec François Pelletier. Salut François, comment ça va? Salut, ça va super bien. Je suis heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. On va parler de l'IA. T'es ancien actuaire, tu travailles en data, je veux tout entendre, puis allez-y, allons-y. C'est bon. Fait que je vais raconter un petit peu mon background, d'où j'arrive. Quand j'étais jeune, j'étais un math geek. J'étais quelqu'un qui aimait les mathématiques, qui s'intéressait beaucoup à, aux possibilités des mathématiques. Ce qui fait que quand j'avais 12, 13 ans, je faisais déjà du calcul différentiel et intégral, ce qu'on voit au cégep. À cet âge-là aussi est arrivé un ordinateur dans la maison, donc le premier ordinateur de la famille. Ce qui m'a intéressé, c'est d'apprendre à programmer tout de suite. Ce qui fait que j'ai codé mon premier logiciel que j'ai publié sur Planet Source Code, qui est comme l'ancêtre de GitHub. J'avais 13 ans. C'était mon premier open source. Et après, j'ai découvert rapidement Linux à travers. C'est mon cousin qui étudiait en informatique à l'époque qui m'avait copié les CD pour installer Linux. Parce que c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. On trouvait quelqu'un qui avait les CD puis on les installait. Parce que personne n'avait de connexion assez bonne pour le télécharger. Et j'ai installé Linux sur l'ordi de mes parents, ce qui n'a pas été un succès. Parce que Linux, il y a 20 ans, si on s'en rappelle bien, ça fonctionnait pas du premier coup. Et c'est comme ça que j'ai appris un peu les skills de hacking puis de programmation. Par la suite, ben, ça m'a amené beaucoup à m'intéresser aux logiciels libres. Ça l'a resté beaucoup dans tout mon travail, là, le côté des logiciels libres. C'est vraiment important pour moi de travailler avec des choses qu'on contrôle. Puis J'ai ça, une là, question pour toi. oui. Tes parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça, la transformation de l'ordinateur familial? Ces efforts-là Euh, d'essayer de le faire fonctionner, ça fonctionne pas. Installer les CD, ça... ben, il est allé faire quelques visites chez un technicien plus sophistiqué qui l'a remis en ordre. Fait que, ouais, il y a eu des expériences, mais après ça, à 15 ans, j'ai eu mon propre ordinateur. Parce que, ben là, il était tanné que je modifie lui de la famille. Fait que j'ai eu mon premier ordinateur à 15 ans. Puis Ubuntu venait de sortir Ubuntu Linux, qui était un Linux plus facile. Ben, maintenant, c'est super populaire chez les gens qui font du Linux, parce que Linux n'est pas encore super populaire dans la population. Ça va venir un jour, on y croit tous. C'est ça, fait que j'ai appris Ubuntu quand j'avais 15 16 ans, ça venait de sortir. Et je suis resté toujours à quelque part dans cette lignée-là de informatique libre en général. Au cégep, j'ai utilisé aussi le plus possible. J'ai fait mes études avec de Linux. Euh, Après ça, j'ai travaillé dans le monde professionnel où on était pris sur du Windows, mais j'essaie toujours d'avoir de l'open source et du Linux à quelque part. Fait que ça va vraiment guider ma carrière. Mais c'est ça. Avant, je vais revenir un petit peu. J'ai étudié l'actuariat, donc les mathématiques du risque et mathématiques de l'assurance. Et j'ai travaillé pendant 7 ans dans une compagnie d'assurance où euh, je suis devenu à quelque part le big data guy parce que la donnée massive en français, c'était le sujet à la mode en 2014 et 2015. OK. Avant qu'on parle de AI, avant qu'on parle d'intelligence artificielle, on était obsédé à accumuler des données. Donc, on était obsédé à ramasser tout en se disant, on va s'en servir éventuellement. J'ai travaillé là-dedans, donc entre autres avec de la télématique, donc à accumuler des données GPS pour analyser comment les gens conduisent, pour leur donner des rabais d'assurance, des choses comme ça. Donc j'ai travaillé sur ces programmes-là. J'ai travaillé en marketing aussi. J'ai travaillé sur les assurances d'habitation, la prévention de fraude. Donc j'ai travaillé sur beaucoup de projets qui ont impliqué différentes technologies qu'on appelle aujourd'hui de l'IA. Donc machine learning, apprentissage automatique, ces choses-là. J'ai aussi travaillé sur des projets que j'ai trouvé un peu plus douteux d'un point de vue éthique. Et c'est là que je me suis mis à m'intéresser vraiment à l'aspect responsabilité et éthique autour de l'utilisation d'algorithmes en général et surtout l'accumulation de données. C'était vraiment ça le sujet à l'époque. Quelles données on accumule, combien de temps on les conserve, qu'est-ce qu'on fait avec. Parce que quand on a beaucoup de données sur des gens, on peut faire beaucoup de choses et on peut faire beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement éthiques, qui ne sont pas nécessairement responsables
même du point de vue de l'entreprise, mais aussi d'un point de vue des lois et d'un point de vue de vers où est-ce qu'on veut aller comme société en général. Fait que ça a été vraiment... les premiers questionnements, ça a été là. Et après ça, la cybersécurité aussi, donc tout ce qui touche les fuites de données. Où est-ce que je travaillais, on a eu un insider threat, donc un employé à l'interne qui a volé des données. Toutes ces choses-là, ça remet en question toute cette collecte énorme de données-là. Et si nous, on est capable de faire des choses malveillantes, mais qu'on ne le fait pas parce qu'on a un compas éthique, si on se fait voler ces données-là, ben, les gens qui les volent peuvent aussi faire des choses malveillantes, puis eux, ils n'ont pas le compas éthique. Fait que ça, c'est un aspect super important où l'IA et la cybersécurité, ça se croise à cet endroit-là. C'est que ce que tu t'empêches de faire par éthique, si les données tombent dans de mauvaises mains, eux, ils s'empêcheront pas de le faire. Fait qu'il y a une responsabilité, même quand on collectionne les données, même avant de s'en servir. Exactement. Si nous, on s'en sert pas, mais on sait qu'on peut faire quelque chose de mal avec, il y a quelqu'un qui va le faire s'il met la main sur ces données-là. Fait que ça a été vraiment... après ça, au lieu d'accumuler tout, là, on a renversé complètement la vapeur en se disant, OK, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? Et là, on s'est mis à faire du ménage. Fait que ça a été mon apprentissage dans le monde de l'assurance. Et éventuellement, je me suis dit, OK, je veux lancer mes propres trucs. Fait que je suis devenu travailleur autonome. J'ai lancé mon entreprise pour dire, OK, je vais accompagner les plus petites entreprises à prendre cette direction-là aussi, à faire de l'informatique de manière responsable. Et maintenant, de l'intelligence artificielle générative de manière responsable aussi. Et en parallèle, j'ai aussi continué à travailler sur contribuer à du logiciel libre via un emploi à temps partiel à l'Université Laval en recherche médicale. Donc, je développe des logiciels libres pour aider la recherche en imagerie médicale. Go Université Laval, c'est là que j'ai mon MBA. Fait que c'est là que... Fait qu'on fait beaucoup de belles choses là-bas. Oui, c'est ça. Puis je suis content d'avoir un emploi aussi qui me permet de contribuer à des logiciels libres. Oui. Ce qui n'est pas super fréquent. Fait que quand j'ai cette opportunité-là, je me suis dit, OK, je vais regarder mon freelance business, mon entreprise en travail autonome, puis je vais travailler aussi sur ce projet-là à temps partiel. Fait que j'ai un peu cet équilibre-là aussi, ce qui fait que je peux explorer des sujets plus en profondeur dans mon entreprise qui ne sont pas des sujets qui paient le loyer et l'épicerie rapidement. Comme explorer les normes ISO, des choses que j'ai fait dernièrement, et explorer des sujets vraiment autour de l'éthique. C'était un peu ça que tu disais tantôt en ronde, l'idée que quand tu regardes les problèmes éthiques dans le travail de tout ce qui peut toucher aux données et comment on s'en sert, ben quoi faire? Quoi faire? Oui, puis c'est ça. Puis je veux amener les gens, puis je pense que la discussion que je voulais amener aujourd'hui, c'était de ne pas avoir peur de se mettre les mains dans la technologie pour la comprendre. Puis ça, c'est quelque chose que je vois souvent, de se lancer dans les produits tout déjà emballés, commerciaux comme ChatGPT, comme DeepSeek et autres, et les utiliser en tant que consommateur et non pas les utiliser avec un œil scientifique. Et pour combler ça, je crois qu'une compétence qui est essentielle à développer aujourd'hui, c'est encore d'apprendre à programmer. Pas d'apprendre à programmer dans le sens que l'intelligence artificielle c'est programmé puis qu'il faut être meilleur que elle ou peu importe. Juste de comprendre. Apprendre à coder les bases pour comprendre. Ouvrir la ligne de commande de terminal sur notre ordinateur et aller jouer dedans. Aller jouer dedans, comprendre comment notre ordinateur fonctionne, comprendre comment manipuler des données, comprendre comment, après ça, créer des outils avec le code, avec ultimement aussi intégrer ces technologies-là qu'on a accès, qui sont des modèles de langage et autres. Mais je pense que le chemin est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on fait en se mettant les mains dedans et de ne pas avoir peur de ça. Parce que ce qu'on a peur, ben, c'est quelque chose que le marketing et les entreprises peuvent se servir pour manipuler. Mais OK. Les gens ont peur de quoi au juste? C'est beaucoup de travail, ils comprennent pas à l'entrée de jeu,
Est-ce que tu as des idées là-dessus? Concrètement, là, ils ont peur, ils disent, oh, je comprends pas cette grosse chose. Les gens ont peur qu'ils vont briser leur ordinateur de façon définitive en Oui. écrivant le mauvais caractère. Donc, les gens ne vont pas sur Ça la va être ligne de cher. commande et dans le code, tout ça, parce qu'ils ont peur de briser. Hmm. Moi, c'est souvent ça qu'on me dit, j'ai peur de tout briser là-dedans. Ils ont peur d'ouvrir le capot puis que le moteur ne démarre plus après. Ouais, je comprends. J'ai mis C'est le lave-vite dans l'huile, puis là, elle explose ou quelque chose du genre. c'est ça, dans cet ordre d'idée-là. Ouais, Mais déjà que c'est et ce qui existe compliqué. aujourd'hui comme technologie, c'est qu'on peut créer des environnements, des carrés de sable. On peut se créer ce qu'on appelle des sandbox, des machines virtuelles, des conteneurs, du cloud. Toutes ces technologies-là aujourd'hui Avant qu'ils se permettent. rendent à ça, c'est les vidéos YouTube, c'est Google, poser la question comment que je peux faire X, Y ou Z, puis être prêt à suivre les étapes, apprendre Oui, comment mais faire la suivre chose. les étapes dans ce carré de sable-là pour justement pas toucher à son ordinateur principal au début. Ah, je veux Quand dire, on moi, est. j'aurais besoin de suivre des étapes. J'entends le principe, mais il faudrait que moi, je suive des étapes pour faire le carré de sable. Mais ça, j'imagine que ça se fait. Oui, Make de a la même sandbox façon. on my Windows, puis Exactement. carré de Puis sable sur Windows. il y a des services maintenant sur Internet qui permettent d'apprendre à coder, par exemple, JavaScript dans une fenêtre que c'est juste sur un ordinateur distant. Hmm. Si tu brises le truc, tu pèses sur un bouton puis ça réinitialise. De toute façon, je crois que, grosso modo, ces machines-là sont pas mal à l'abri d'être brisées par une touche qui est mal faite. Oui, Il faut aujourd'hui, déjà comprendre pour la briser. si tu travailles sur un Mac, par exemple, sur macOS, avant de briser quelque chose, il va te poser, t'es-tu vraiment sûr? Veux-tu? Puis Windows aussi, la même chose. Quand tu commences à faire de quoi qu'il n'aime pas, il va te bloquer, il va te demander, veux-tu devenir administrateur? Des choses comme ça. Fait que même Euh, chose dans l'IA, ça prend. ça s'apprend. Et aussi, euh, l'IA est populaire pour écrire du code. Mais l'affaire, c'est que si justement, tu n'as pas pris le temps d'expérimenter avant et d'apprendre comment fonctionne le code, l'ordinateur, le système d'exploitation, euh, le code qui est généré peut créer des réels dommages, par contre. Parce que le code qui est écrit peut inclure du code malveillant. Pas nécessairement volontairement, mais juste parce que il a été nommé en exemple quoi ne pas faire. Puis il s'est ramassé sur Internet, s'est ramassé dans les modèles, puis là, tu poses écris-moi un logiciel pour organiser ma collection de musique sur mon ordinateur. Puis là, ben, le bout de code supprime toute la musique japonaise que tu as parce qu'il n'a pas été conçu pour reconnaître les caractères japonais, par exemple. Fait que ça, c'est un exemple simple et concret que l'intelligence artificielle écrit un programme qui en soi n'a l'air inoffensif, mais toi, tu l'exécutes sur ton ordinateur dans un contexte précis. Puis là, ben, tu viens de faire disparaître ta collection de musique. Fait qu'il y a quand même des dangers à pas savoir qu'est-ce qu'on fait, puis rentrer, puis un peu brasser la chose. Et puis on peut être malmené par les instructions de l'IA là-dessus. On s'entend, Exactement, les exactement. hallucinations, les erreurs, les limites de ces données aussi qu'on ne peut pas toujours comprendre, souvent pas Exactement. comprendre. Hmm. Exactement. Puis ça, c'est quelque chose justement de prendre le temps de d'apprendre l'informatique et d'aller au contraire du discours qui dit on n'aura plus besoin de développeurs dans 5 ans. Parce qu'il y a 5 ans, il y a aussi des gens qui ont dit qu'on n'aurait plus besoin de radiologistes. Hmm. Et je travaille en IA médicale, puis je peux vous confirmer que les radiologistes, il n'y a personne qui va perdre sa job dans les 30 prochaines années. Là. Comment ça se fait? C'était quoi la limitation finalement avec les radiologistes? J'en avais entendu parler. C'était Hinton d'ailleurs. Non, Lucan, les radiologistes, C'est Jeffrey remplaçables. Hinton Jeffrey Hinton, entre autres, avait dit ça, qu'on n'aurait plus besoin de radiologistes. Mais ce qui arrive, c'est qu'un humain, c'est complexe, de un. Et deuxièmement, les machines qui font les scans dans les hôpitaux sont toutes différentes. Hmm. Et mélange des humains qui sont tous différents à des machines qui sont toutes différentes et qui peuvent être calibrées de plein de façons différentes. Et combiné au fait que habituellement on essaie de réduire le nombre de gens qui ont des maladies et non pas de l'augmenter, ben nos datasets diminuent au fil du temps. Parce qu'on soigne les gens.
Fait que si on soigne les gens, on a moins de cas de gens malades. Fait qu'on est plus capable d'entraîner un algorithme pour le détecter aussi bien qu'avant. Intéressant. Ça, c'est un des problèmes de la médecine. C'est que plus on fait de la médecine en IA, moins on a de données. Parce Parce que que ça réussit. Puis parce qu'on soigne les gens. Puis ultimement, si tu veux détecter des cancers ou des maladies, ça te prend des gens malades. oui. Et Je dirais donc aujourd'hui, que c'est pas exactement un problème avec c'est l'IA, mais ça. Mais c'est ça. Mais ce qui fait que justement, Mais je nous trouve un l'IA, peu perdus là-dedans dans la forêt parce que tu dis aux gens, faut pas avoir peur, faut expérimenter. Mais là, de l'autre côté, on peut voir qu'il peut y avoir plusieurs conséquences à utiliser les outils sans savoir comment s'en servir. Fait que exact. Puis il faut là, bien l'apprendre. Après ça, on est en mesure d'utiliser les outils. Je te suis. oui, oui. Puis l'enjeu éthique qu'on voit ici, c'est il me manque des données. Ben, dans plein de domaines, quand il manque des données, on va en voler. C'est ça qui arrive en ce moment. Mm. On voit avec Meta qui se fait poursuivre pour avoir volé des collections immenses de livres sur Internet. Parce que Book il était à 3. court de données, fait que qu'est-ce qu'on fait? On va sur les torrents puis les réseaux illégaux, sur le dark web, puis on va s'en chercher LibGen. plus. LibGen et autres. Yep. Et Ben, je les nomme. Je vais les mettre dans la description, ces références-là. Là. c'est ça. Mais dans le domaine médical, on peut pas juste. La mauvaise éthique, le malveillant va dire il manque de données de cancer, ben je vais rendre les gens malades. Mm. C'est ça la façon de générer les données. Ça, c'est le cas extrême. Dans le black Mais box, parce qu'on peut pas voir le fil de raisonnement, pas réellement comprendre le fil de raisonnement. non, le seul moyen d'entraîner de l'intelligence artificielle, des modèles sophistiqués, comme ce qu'on appelle le deep learning, c'est d'avoir plus de données. Et là, on est dans un cas où on n'en a pas plus, ce qui fait que il faut aller plus loin que ce genre d'algorithme-là pour détecter les maladies, qui fait qu'il faut aller vraiment chercher de l'expertise des médecins, des radiologues, des oncologues et autres, pour l'intégrer dans les algorithmes. Fait que pas trop rassurant dans le sens que la limitation pour la prédiction de Dr. Hinton, que l'IA va remplacer les radiologistes, les limitations, c'est en fait la technologie qu'ils ont n'est pas pareille partout, fait qu'elle est hétérogène, les gens. Donc l'IA, il peut pas fonctionner dans toutes les situations. Les données d'entrée sont différentes. Puis Mais en intelligence aussi, artificielle, en général, on essaie d'avoir un modèle qui a les données d'entrée qu'on a et qui sort ce qu'on veut. Là, on a une idée de ce qu'on veut en sortie qui est un diagnostic. Mais en entrée, si le modèle a été entraîné sur une machine en particulier, puis que toi, tu as une autre machine, ben, ça marchera pas. OK, so, limitation technique, C'est une limitation technique quand même sur la assez quantité importante. de données. Oui. Mais je veux dire, ça m'inquiète un peu parce que j'entends comme limitation technique et aussi qu'on a encore besoin des radiologistes pour entraîner l'IA. Fait qu'il reste quand même une pression. Au fur et à mesure que les machines ils sont standardisées pour faire fonctionner ensemble, le moins en moins qu'on va avoir besoin de personnel pour le faire. Mais ça va pas être vite, on s'entend. Ouais, on les aide à faire leur travail. Puis ça, c'est la grosse nuance. Puis là, je prends cet exemple-là parce que c'est le cas extrême, justement, où on a peu de données, puis on essaie d'automatiser des choses avec peu de données dans un contexte qu'on appelle de haut risque. Quand on parle des normalisations des usages de l'IA, il y a des choses qui sont à faible risque. Quand tu t'amuses à écrire des textes de marketing, c'est à faible risque, parce que tu peux le reviser, puis il n'y a pas un impact. Là, on est avec du vivant. Quand on parle de la santé, qu'on parle de l'environnement, on est dans du haut risque. Et le haut risque est souvent aussi un domaine où on a moins de données. Ce qui fait que moi, je vois les chercheurs avancer, puis oui, on améliore les outils pour faire des diagnostics en santé, détecter des cancers, des choses comme ça, mais on n'est pas à un stade où on peut remplacer, pas du tout, parce que les modèles ont des marges d'erreur qui sont encore très grandes. Justement parce qu'on ne peut pas ajouter des gens malades à volonté. C'est super, c'est informatif. J'ai encore plusieurs questions. Je pense qu'on va peut-être revenir à ces posées ensemble. Si ça te dit, on se pose des questions dans une couple de semaines. Parce que je veux repenser à ces... je suis d'accord avec toi. J'entends ce que tu dis, le radiologiste. Anesthésiste.
cette personne-là, maintenant, peut travailler plus vite, plus efficace, mais ils ont d'autres nouvelles choses à faire, c'est-à-dire valider les machines. Mais on entend aussi que sur 1000 anesthésiologistes, on en a peut-être besoin de moins qu'on avait besoin avant. Ou de l'autre côté, que les débutants qui avaient accès à faire ces choses-là, ces travaux simples, maintenant, puisque c'est les outils automatisation qui remplacent cette formation, les gens ils vont avoir de la misère peut-être. Fait que j'emmène des questions pour la prochaine fois, mais ils vont avoir de la misère à apprendre le métier pour se rendre à être assez expert pour pouvoir guider la machine. Fait D'où le fait que même des médecins vont devoir apprendre un petit peu de code pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur outil qui les aide. ben oui, ça nous ramène absolument à ton point, puis tu le fais bien. Il faut savoir avec quoi qu'on conduit. Exactement, puis je pense que c'est ça. Euh, Quand on apprend à conduire, on pourrait apprendre à conduire sans jamais ouvrir le capot. Mais après ça, quand notre voiture elle fonctionne mal, c'est pratique d'avoir appris un petit peu de mécanique pour être capable de dire ah, c'est tel morceau qu'il faut réparer. Ou encore à la Euh, base, cet indicateur-là veut dire que j'aurais dû mettre du gaz. Aussi, Yeah, oui. aussi simple que ça. C'est ça, Intéressant. de comprendre avec quoi qu'on travaille. Et comme citoyen, c'est la même chose aussi. Parce que là, on a pris un cas scientifique. Mais comme citoyen, si on est capable de comprendre comment un algorithme de réseau social fonctionne, parce qu'on s'en est codé un mini en simulation, ben là, on est plus attentif à la manipulation, puis à comment l'algorithme nous alimente en contenu. Fait que la chose à faire, porter attention puis l'apprendre, pas avoir peur de l'apprendre. C'est ça, au lieu de se fier à des sorciers du web qui essaient de trouver dans leur boule de cristal comment fonctionne l'algorithme d'Instagram ou de LinkedIn, parce que ça, il y en a beaucoup. Mais de l'expérimenter par toi-même, comment fonctionne un algorithme de recommandation, qui est le type d'algorithme qu'il y a dans ce cas-là, qui n'est pas un modèle de langage, c'est un algorithme de recommandation. C'est le même que Netflix et autres, là, qui te suggère des films par rapport à ce que tu as déjà aimé. Ben, si tu apprends à programmer un petit peu, puis tu apprends des bases de code pour coder un algorithme de recommandation tout simple, qui peut être juste de te recommander de la musique par rapport à ce que tu aimes, à partir d'une base de données ou de Wikipédia et autres. Après ça, tu comprends mieux comment ça fonctionne et tu as un esprit critique déjà beaucoup plus développé par rapport à l'impact des algorithmes et tu es capable d'en tenir une discussion puis de juste de l'expliquer à tes enfants, par exemple, ben, tu sais, quand tu vas sur TikTok, à toutes les fois que tu likes quelque chose, ben, il retient puis il va t'influencer à t'en amener plus. Ce qui fait que s'il t'en amène plus de ce que tu as déjà liké, ben, il t'amène moins de nouvelles choses. Ce qui fait que tu vas découvrir moins. Tiens, comme en parlant de nos enfants, mon fils qui aime écouter YouTube sur la télé, lui, il écoute des petits dessins animés de gens qui font des choses un peu fofolles. Mon père, son grand-père, vient écouter, passer une soirée, puis depuis ce temps-là, on a beaucoup de recommandations pour les vieux chars. Comment réparer un vieux char, le vieux char qui roule vite. C'est ça, Ouais, parce que là, je on a donne l'exemple, mais mélangé. c'est vrai, là. Ça... C'est ça, on a mélangé, dans le fond, qu'est-ce qui avait été appris auparavant avec des nouvelles connaissances, ce qui fait quelque part, on a un peu contaminé son modèle personnel. Avec. Fait que là, c'est un modèle maintenant qui a des préférences sur la personne qui a écouté en dernier. Puis, ben, il faut à quelque part le ramener vers ce qu'on veut voir avant. Mais s'il avait écouté la télé pendant une semaine de temps, sur YouTube, ben, ça serait peut-être très difficile. Plus ça avance dans le temps, plus c'est difficile de revenir ou de découvrir autre chose. Parce que là, l'algorithme va juste pousser des cartoons puis des vieux chars. Mm. Et de Ouais, plus en plus. Puis si tu continues ce pattern-là pendant 1 an, 2 ans, il n'existe plus rien d'autre sur YouTube pour toi. je comprends la logique. Et puis C'est... merci de la chance d'en parler puis de le décortiquer. Fait que ça fait plaisir, mais c'est ça. Moi, quand on commence à comprendre ces choses-là, moi, je casse le party un peu des fois avec ça. Mais après ça, les gens sont comme ah, ben oui, mais je comprends mieux maintenant. Mhm. Et je suis plus attentif à mes comportements sur Internet, pourquoi ça influence, qu'est-ce que je vois. Puis ça, je pense que ça peut aider aussi à la santé, Ah santé oui. mentale, parce que les réseaux et l'Internet en général en ce moment créent aussi des problèmes de santé mentale dans la population. C'est ce qu'on comprend par la chose. Fait que ça, on pourrait en reparler sur une autre fois, ça, de tout l'aspect
psychologie qui est en arrière de l'IA. Peut-être aussi une conversation. On avait Renee Black de Goodbot qui était sur l'émission la semaine passée. Oui, Et puis, justement, eux, ils regardent comment qu'on peut s'intégrer aux algorithmes dans notre société, comment qu'on peut travailler ensemble pour les prendre en main en tant que citoyen. Fait qu'il faut les comprendre. Puis après ça, il faut être en mesure de les contrôler. Fait que, oui, il faut les comprendre, il faut les être capable de tenir le volant, comme on dit, les contrôler. Puis aussi, il faut être capable de définir qu'est-ce qu'on a besoin puis quels objectifs on veut atteindre avec. mais ça, mais ça. Ça, c'est Ah, tout puis bon, l'aspect. la santé psychologique, c'était justement ça. Excuse-moi, ils en ont fait des projets là-dessus Ouais, pour voir à quel point que ça nous change. Ça change les personnalités, ça change les pensées, euh, on change la technologie, mais elle nous change aussi. c'est ça. Puis on parlait de compas moral dans l'autre épisode. Pour les gens qui sont curieux, on a enregistré un autre épisode en anglais. Pas le même Et sujet. Fait que les bilingues, vous êtes c'est ça. choyés, comme nous, moi puis On a François, parlé vous de allez sujets pouvoir écouter différents. tout ça. On a parlé de compas éthiques basés sur le développement durable, les Nations Unies, les droits de l'homme, etc. Ben ça, c'est justement des choses de la question, se poser la question de quand on construit des algorithmes, tout ça, ben, comme citoyen, euh, on peut se poser ces questions-là. Quel droit ça affecte? Comment ça affecte nos droits? Comment ça affecte l'avenir de notre environnement, de notre planète et autres? Puis là, il y a beaucoup de sujets qui s'entrecroisent avec l'intelligence artificielle, fait qu'on pourrait faire beaucoup d'épisodes dans le futur avec ça. C'est déjà planifié, tu viendras avec nous. Super! Alors, merci beaucoup, passe une super de belle journée. Ça fait plaisir.